Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. C'est un véritable désastre humanitaire qui se joue en ce moment même en Arménie, en guerre avec son voisin l'Azerbaïdjan. Au cœur du conflit, la région azerbaïdjanaise contestée et séparatiste du Haut-Karabakh, enclave peuplée d'Arméniens, un conflit qui perdure depuis plus d'un siècle. 120 000 personnes sans nourriture, sans médicaments, sans chauffage. La population du Haut-Karabakh est coupée du monde depuis le 12 décembre dernier par de soi-disant militants écologistes azerbaïdjanais qui en bloquent l'unique accès. Nous en parlerons avec notre invité Viken Cheterian, spécialiste du Caucase. L'Azerbaïdjan, sa guerre avec l'Arménie, son régime autoritaire et son gaz, dont l'Europe est désormais extrêmement dépendante. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les importations européennes ont augmenté de 30%. Paris et Washington demandent instamment la levée immédiate par l'Azerbaïdjan du blocus du corridor de Latchine, le seul axe reliant la région du Haut-Karabakh à l'Arménie. Pour Amnesty International, la situation humanitaire y est jugée catastrophique. Il manque de tout. Pas d'antibiotiques, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de chauffage. Les écoles sont fermées. La vie quotidienne est complètement paralysée. Jusqu'à quand cela peut-il durer? Quelles en sont les causes exactes? C'est la séquence centrale de Mélanie Ohaillon. Cette route est l'unique accès qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh. Cette région séparatiste, peuplée majoritairement d'Arméniens, est disputée de longue date entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette route est bloquée depuis plus de 2 mois par des militants azerbaïdjanais qui affirment protester contre des mines illégales. Seuls quelques camions humanitaires accèdent aux villes de l'enclave où vivent 120 000 habitants. Ici, il manque de tout. Les gens meurent, psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture. L'Arménie dénonce une manœuvre orchestrée par l'Azerbaïdjan. Ceci, bien sûr, est une politique non dissimulée de nettoyage ethnique, dans l'espoir que les Arméniens du Nagorno-Karabakh quittent massivement leur foyer. Mi-septembre, le conflit débordait sur les frontières internationales avec le bombardement de plusieurs villes arméniennes. Chaque camp s'accusant d'avoir lancé les hostilités. L'Arménie affirme que l'Azerbaïdjan occupe 50 km² de son territoire souverain. Devant la cour de La Haye, Bakou accuse l'Arménie de poser des mines sur son territoire. Ces engins explosifs représentent une menace urgente de mort et de blessures graves pour les Azerbaïdjanais. Entre les deux anciennes républiques soviétiques, le différend perdure depuis plus d'un siècle. Le Haut-Karabakh, ou l'Artsakh pour les Arméniens, est sous contrôle de l'Empire russe dès le 19e siècle. En 1921, c'est Joseph Staline qui décide le rattachement de cette région à majorité chrétienne à l'Azerbaïdjan, pays à majorité musulmane. Mais en 1988, la province se révolte et vote son rattachement à l'Arménie. À la chute de l'URSS, l'enclave s'autoproclame indépendante. C'est le début de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui fait près de 30 000 morts en 3 ans. Les tensions ne faiblissent pas. En 2020, la guerre reprend. Après 6 semaines de combat, un cessez-le-feu est négocié par la Russie. L'Arménie perd des pans de son territoire. En 2020, la Russie a déployé 2000 soldats dans le Haut-Karabakh pour soutenir une paix fragile. Aujourd'hui, les Arméniens se sentent lâchés par leur allié historique. Il est désolant que l'appartenance de l'Arménie à l'OTSC n'ait pas pu contenir les actes d'agression de l'Azerbaïdjan. L'Arménie déplore l'inaction de cette alliance militaire régionale emmenée par Moscou, alors que la Russie concentre ses forces sur le front ukrainien. Vladimir Poutine joue encore les médiateurs, concurrencés par les efforts américains et européens dans la région. Des Européens qui ont tout intérêt à voir le conflit baisser en intensité. L'Union européenne concluait l'été dernier de nouveaux accords gaziers avec Bakou pour réduire sa dépendance envers la Russie. L'Azerbaïdjan, lui, peut compter sur le soutien indéfectible de son allié turc. Comme toujours,
Le monde entier doit savoir que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs azerbaïdjanais face à cette situation. Le président Aliyev qui a promis de repeupler le Haut-Karabakh avec des Azerbaïdjanais. Fiken Cheterian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes spécialiste du Caucase. Alors, pourquoi ce blocus dans un axe stratégique? Que cherche aujourd'hui l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan cherche de prendre le contrôle de ce qu'il reste du Haut-Karabakh, Nagorno-Karabakh. L'Azerbaïdjan a utilisé la pression militaire l'année passée, l'année avant. Et aujourd'hui, le blocus, c'est une autre manière de mettre pression sur les autorités de Nagorno-Karabakh pour prendre contrôle, mais aussi pour réaliser un nettoyage ethnique de la région. Mais à quoi ça rime, ces soi-disant militants écologistes? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une absurdité. Ces gens ne sont pas des militants écologistes. Les militants écologistes n'ont pas le droit de protester en Azerbaïdjan en général. Les citoyens azerbaïdjanais n'ont pas le droit de visiter la région de Haut-Karabakh ou les régions reprises par l'Azerbaïdjan suite à la guerre de 2020. Il faut une autorisation spéciale. Et les journalistes indépendants azerbaïdjanais, ils ont enquêté sur ces gens. C'est des personnalités qui travaillent ou dans l'armée azerbaïdjanaise ou dans le système étatique de l'Azerbaïdjan. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, le 13 septembre dernier, l'Azerbaïdjan attaque en pleine nuit l'Arménie. Là, on parle d'une guerre qui fait quand même penser à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Est-ce que c'est un petit peu le même genre d'invasion dont on peut parler? Oui, tout à fait. L'attaque a pris 48 heures et a causé le mort de plus que 300 soldats des deux côtés. L'intention de l'Azerbaïdjan, c'était de prendre des positions stratégiques dans le sud de l'Arménie et même couper l'autoroute qui lie l'Arménie avec le sud et avec l'Iran. C'est grâce à des pressions, surtout américaines, que l'attaque a été stoppée. Mais alors pourquoi cette offensive de Bakou alors que des négociations sont en cours sous l'égide de l'Union européenne en ce moment même? Ilham Aliyev, il se sent très fort. Il sent qu'au niveau militaire, mais au niveau également diplomatique et stratégique, il a l'avantage. Et il essaie de presser l'Arménie pour que Yerevan abandonne pas seulement le Haut-Karabakh et les Arméniens qui habitent là, le 120 000 civils qui restent dans la région, mais également Ilham Aliyev, il veut avoir un contrôle territorial dans le sud de l'Arménie pour avoir un accès terrestre avec l'exclave du Nakhitchevan qui se trouve à l'ouest de l'Arménie. Parce que c'est vrai que ça, il faut le rappeler, l'Azerbaïdjan a grignoté une partie de l'Arménie même. Est-ce qu'aujourd'hui l'Arménie a raison d'avoir peur? Oui, tout à fait. En plus, Ilham Aliyev, officiellement, il dit que l'Arménie n'existe pas, l'Arménie n'est pas légitime. Historiquement, les Arméniens ne viennent pas de cette région. Il prétend que l'Arménie actuelle, en fait, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Donc, au niveau idéologique, mais aussi au niveau des discours politiques, Ilham Aliyev est en train de développer un discours extrêmement agressif envers l'Arménie. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de nettoyage ethnique. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est une réelle menace? Oui, donc depuis 30 ans, la règle du jeu dans le conflit du Karabakh, c'est intolérance ethnique extrême. Ça s'est passé pendant la première guerre du Karabakh, du deux côtés, mais aussi ça s'est passé en 2020 quand l'Azerbaïdjan a pris contrôle des régions peuplées par des Arméniens. Je pense à Hadrout, je pense à Chouchi. Là, les civils arméniens qui restaient étaient assassinés et on a réalisé un nettoyage ethnique. Donc, il n'y a pas de raison pour penser que la politique azerbaïdjanaise va changer aujourd'hui. Avec une idéologie raciale qui s'est développée? Oui, tout à fait. Et ça, c'est nouveau, parce qu'historiquement, les Arméniens et les Azerbaïdjanais, ils ont cohabité ensemble, ils ont vécu dans le même espace. Mais depuis 2 décennies, il y a un discours extrêmement
raciste qui se développe au niveau étatique en Azerbaïdjan, un discours d'intolérance qui menace de continuer le conflit encore longtemps. Alors si on parle maintenant de la communauté internationale qui est relativement silencieuse, on peut peut-être comprendre ce silence avec l'enjeu stratégique que représente aujourd'hui l'Azerbaïdjan, qui est devenu un pays incontournable pour l'approvisionnement gazier. On va le voir avec Anne Delette et puis on vous retrouve juste après. Bienvenue dans le berceau de l'or noir, à quelques kilomètres de Bakou. Ces champs de pétrole appartenaient aux frères Nobel, qui ont fait fortune ici en 1871. Ce sera le premier boom pétrolier. À l'époque, l'exploitation des puits se faisait entièrement à main nue. On plongeait tête baissée sous terre, on en ressortait couvert de brut. L'Azerbaïdjan produisait près de la moitié du brut mondial au début du XXe siècle. À la fin de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan utilise le pétrole comme un levier géopolitique majeur. Le contrat du siècle, préparé par Ilgar Aliyev, président et fin stratège, permet à 11 entreprises internationales d'avoir accès au gâteau, le pétrole azéri. Une carte maîtresse pour s'émanciper de la tutelle russe. L'argent coule à flot, le pays se modernise, les enseignes de luxe fleurissent, le PNB s'envole. Ce second boom pétrolier imprime sa marque dans l'image de la ville, grâce à des architectes de renommée internationale. L'Azerbaïdjan décide aussi de se réarmer, encore traumatisé par sa défaite avec l'Arménie lors de la première guerre du Karabakh, celle de 1988. Cette guerre a chassé 800 000 réfugiés azéris d'Arménie, causé la mort de milliers d'Azerbaïdjanais et amputé l'Azerbaïdjan d'une partie de son territoire. Mais les Azerbaïdjanais ont non seulement du pétrole, mais aussi du gaz, d'énormes réserves. Au large de Bakou, le champ gazier de Shah Deniz dispose de 1200 milliards de mètres cubes. Les actionnaires sont principalement britanniques, azéris, mais aussi russes, avec Lukoil. Du gaz qui suscite un intérêt grandissant depuis l'invasion russe de l'Ukraine. En juillet 2022, Ursula von der Leyen est à Bakou. L'Union européenne a donc décidé de se diversifier loin de la Russie, de se tourner vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Et je suis heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux. Souvent critiqué par les Européens pour l'autoritarisme de son régime et pour sa guerre avec l'Arménie, Ilham Aliyev redevient subitement fréquentable. Vous êtes en effet un partenaire énergétique crucial pour nous et vous avez toujours été fiable. Une duplicité européenne dénoncée par certains. Mais l'Europe a besoin de gaz et elle envisage d'importer 20 milliards de mètres cubes par an dès 2027. Le gazoduc serpente à travers la Géorgie, la Turquie, pour arriver en Grèce, en Albanie et dans le sud de l'Italie. La sécurité énergétique du vieux continent a un prix non négociable. Figen Chetarian, alors est-ce que l'Europe aujourd'hui peut se passer du gaz de l'Azerbaïdjan ? Le gaz de l'Azerbaïdjan, dans le contexte du conflit avec la Russie, la guerre en Ukraine, c'est important, mais ce n'est pas si important que ça. L'Europe importe 420 milliards cubes mètres de gaz et l'exportation de l'Azerbaïdjan, je pense, l'année passée, c'était autour de 11 milliards. Donc, ce n'est pas si important. Mais par contre, il y a plusieurs pays en Europe, dans l'Union européenne, qui sont liés au niveau énergétique avec l'Azerbaïdjan. Je pense à l'Italie, mais surtout à l'Hongrie et à la Bulgarie. Donc, l'Azerbaïdjan a une certaine influence dans l'Union européenne. Mais alors, est-ce que cela explique ce quand même relatif silence de la communauté internationale face à ce qui se passe en Arménie aujourd'hui ?
En partie, mais c'est aussi la manque de leadership en Europe, parce que c'est vrai que l'Europe importe du gaz de l'Azerbaïdjan, mais il faut aussi dire que l'Azerbaïdjan dépend de l'argent européen pour financer son entreprise étatique. Plus que 90% des exportations de l'Azerbaïdjan sont du pétrole et du gaz. Donc oui, l'Europe dépend de l'énergie qui vient de l'Azerbaïdjan, mais la dépendance de l'Azerbaïdjan, c'est encore plus important. Donc l'Europe a les moyens pour mettre pression sur l'Azerbaïdjan. Et la Suisse est assez discrète également sur cette crise. Tout à fait. La Suisse est très discrète, mais on sait que la compagnie nationale du pétrole de l'Azerbaïdjan, SOCAR, est basée en Suisse, est basée ici même à Genève. Donc la Suisse a également un rôle à jouer. On ne peut pas simplement financer l'entreprise de guerre de Ilham Aliyev. On a aussi une autre responsabilité en Suisse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous plaidez pour une action plus forte de la communauté internationale avec des sanctions, un boycott? Tout à fait. Il faut mettre le concept du boycott sur la table. Si l'Azerbaïdjan continue avec son projet d'attaque contre l'Arménie et blocus du Karabakh, je pense que l'Europe et la Suisse, ils ont des moyens et ils ont leur mot à dire. Alors si on revient maintenant un peu sur le système politique de l'Azerbaïdjan, donc ce pays qui est courtisé aujourd'hui par les politiques européennes, c'est une sorte de despotisme héréditaire. Tout à fait. En Azerbaïdjan, on a une dynastie qui est au pouvoir. Ilham Aliyev, il a hérédité le pouvoir de son père Heydar Aliyev en 2003. Et même la première vice-présidente, c'est la première dame, c'est la femme de Ilham Aliyev. Donc là, on est dans une cas de figure ressemblable à la Syrie, où la famille Assad est au pouvoir depuis les années 70, ou comme le Corée du Nord. Alors, il faut également parler de la Turquie. Quel est l'agenda de la Turquie par rapport à cette crise? Comment elle se positionne? Donc la Turquie, d'abord, il faut dire que la Turquie a une position très agressive envers l'Arménie. Depuis l'indépendance de l'Arménie, la Turquie n'a pas normalisé ses rapports avec son voisin à l'Est, avec l'Arménie. La frontière reste fermée. Il n'y a pas des rapports diplomatiques entre Ankara et Yerevan. La Turquie, on sait est responsable d'une génocide pendant la Première Guerre mondiale et ces problèmes historiques pèse encore sur les rapports entre ces deux pays. Mais en même temps, récemment, la Turquie a aussi développé une relation très étroite avec l'Azerbaïdjan, surtout les rapports entre le chef turc Recep Tayyip Erdogan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sont très proches. Il y a pas seulement une alliance politique et stratégique, mais aussi des relations personnelles et beaucoup de contacts d'affaires. Il y a beaucoup de questions d'argent qui circulent entre Bakou et Ankara. Et tout cela arrive alors que la Russie est affaiblie, occupée en Ukraine. Est-ce que ça explique également ce qui se passe ces derniers mois? En partie seulement. La Russie aujourd'hui est affaiblie au niveau militaire, mais aussi au niveau diplomatique. Mais il faut souligner que même pendant la guerre de 2020, quand la Russie avait beaucoup de moyens, Vladimir Poutine a préféré de ne pas aider l'Arménie, malgré le fait qu'il y a une alliance stratégique sur papier, et a préféré d'attendre la victoire de l'Azerbaïdjan avant d'intervenir. Il faut souligner qu'il y a une différence du type de régime entre la Russie autoritaire et l'Arménie qui a vécu une révolution populaire en 2018 et l'Arménie qui expérimente avec l'idée de la démocratie aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie peut encore éviter le pire? Oui, je pense absolument. Et l'Union européenne a montré qu'il a des moyens. Depuis les attaques de septembre de l'année passée, de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, l'Union européenne a intervenu. Et aujourd'hui, il y a un déploiement d'une centaine des observateurs civils pour stabiliser la frontière entre les deux pays. Absolument, la diplomatie a beaucoup de rôle à jouer dans ce conflit. Plus largement, quel est le vrai danger aujourd'hui pour l'Arménie avec l'Azerbaïdjan? Donc, depuis 2020, avec la défaite de l'Arménie au niveau militaire, l'Arménie n'a pas des moyens militaires pour contrer la pression de l'Azerbaïdjan. Et au niveau géopolitique, l'Arménie
est absolument isolée dans cette partie du monde, entourée par des régimes autocratiques. Donc, la seule chance pour l'Arménie, c'est avoir le soutien des pays démocratiques. Sinon, si on pense d'ici quelques années, d'ici 10 ans, je pense que l'Arménie est vraiment en danger. Fiken Chetarian, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. À bientôt. Merci à vous. La défaite de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan en 2020 reste pour de nombreux Arméniens associée à un nom, Nikol Pachinian. Fragilisé, le Premier ministre arménien avait pourtant remporté haut la main les dernières législatives. Mais sur l'épineuse question du Haut-Karabakh, il est de plus en plus contesté en Arménie. Mélanie Oyon. Une Arménie sans le Turc, c'est une Arménie sans Nikol Pachinian que réclamaient ces manifestants en mai dernier à Erevan. Durant plus d'un mois, des milliers d'Arméniens ont tenté de bloquer les routes et les ponts de la capitale, face à un Premier ministre qu'ils jugent vendu à la cause ennemie. C'est une déclaration devant le Parlement arménien qui a tout déclenché. Aujourd'hui, la communauté internationale nous le répète. Abaissez un peu vos exigences sur le statut du Haut-Karabakh et assurer une plus grande consolidation internationale autour de l'Arménie et de l'Artsakh. Qualifié de traître par ses opposants, Nikol Pachinian est accusé de vouloir céder entièrement à l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, peuplé essentiellement d'Arméniens. En 2020 déjà, en signant le cessez-le-feu, l'Arménie avait dû céder à son voisin des pans de son territoire. Une défaite vécue par l'opposition comme une humiliation nationale. Une foule de manifestants avait envahi le Parlement, réclamant la démission du Premier ministre. Nikol Pachinian a déçu de nombreux électeurs. C'est comme si nos espoirs avaient été écrasés. Je pensais qu'il allait venir sauver le pays de la crise, nous sortir de la mauvaise situation, que tout irait mieux. Le chef de l'État aurait dû normalement démissionner et partir. Mais là, il s'accroche au pouvoir. Nikol Pachinian savourait pourtant son triomphe aux dernières législatives. Cet ancien journaliste, ancien leader de l'opposition, a construit sa popularité en promettant de débarrasser l'Arménie des vieilles élites corrompues. Héros de la révolution de velours de 2018, il chasse du pouvoir l'indéboulonnable président Sarkissian. Un passé militant, il est emprisonné 2 ans en 2008 pour sa participation à des manifestations contre le pouvoir qui avaient fait 10 morts. Un parcours atypique qui séduit encore beaucoup de ses soutiens. Les gens veulent un leader honnête qui ne soit ni un voleur ni un oligarque. Le fait que Pachinian fasse des erreurs vient de son inexpérience. Il me semble qu'il a simplement besoin d'aide. Dans un pays épuisé par la guerre et les conséquences de la crise sanitaire, le défi est aussi économique. En récession en 2020, l'Arménie s'accroche à sa nouvelle dynamique de croissance. En 1915, l'Empire ottoman commet le premier génocide du XXe siècle. Plus d'1 million d'Arméniens sont déportés et massacrés. Une page de l'histoire encore largement taboue en Turquie. C'est notre séquence ce jour-là. Très vite, le plan de turquification à outrance du nouveau gouvernement sème l'inquiétude parmi les populations chrétiennes. En avril 1915, à Van, un incident entre Turcs et Arméniens devient pour les autorités de Constantinople la preuve attendue de la rébellion arménienne. Les habitants sont massacrés et les maisons incendiées. Le plan d'extermination des Arméniens est déclenché. À Constantinople, toutes les personnalités arméniennes sont arrêtées puis exécutées par petits groupes. Ainsi débute le premier génocide de notre siècle qui fera 1 500 000 victimes. Face à l'horreur des massacres, les chancelleries d'Europe élèvent de multiples protestations. Mais les grandes puissances sont en guerre et leur intervention en faveur des Arméniens ne dépassera pas le stade verbal. Cette carte met en évidence l'ampleur des exécutions dans les provinces orientales de Turquie.
En quelques mois, la moitié des Arméniens de cette région ont été exécutés, cela fait 600 000 victimes. Certains ont pu se réfugier du côté russe dans le Caucase, les autres seront déportés. Après 2 à 3 mois de route, 500 000 survivants de la déportation parviennent à Alep. Leur état est épouvantable. Hébétés, affamés, nombreux sont ceux qui ont perdu la raison. Certains seront chassés dans le désert de Syrie et d'autres parqués dans des camps de concentration. Au début, les enfants en dessous de 15 ans devaient être épargnés. La limite d'âge a été abaissée il y a 7 ans, puis à 5 ans. Il ne fallait qu'aucun Arménien ne puisse se souvenir. Des orphelinats sont créés pour que les enfants soient élevés comme des Turcs. Et sur ce thème du génocide arménien, à ne pas rater un ouvrage très didactique paru aux éditions Petit à Petit, une bande dessinée documentaire mêlant les archives à la fiction, une histoire du génocide des Arméniens qui relate, via le regard d'un adolescent, la tragédie dont les Arméniens furent victimes entre 1915 et 1923. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et notre partenaire TV5 Monde. À très bientôt.